Madame, monsieur, bonsoir. Si vous venez de zapper sur Al24 News, soyez les bienvenus. Vous tombez à pic pour le retour d'Eco Hebdo, version 2023, une année que le Fonds monétaire international annonce sous les auspices de la récession. Selon les dernières perspectives annoncées par le FMI, l'Europe a déjà un pied dedans et pourrait être rejointe par les États-Unis. Des récessions jumelles de part et d'autre de l'Atlantique qui pourraient tirer l'économie mondiale vers le bas, et ce après une année 2022 éprouvante pour la croissance. Elle ne devrait pas dépasser 2,7% en 2023. Qu'en sera-t-il alors sur le terrain pour les entreprises et les industries? À quoi devrait ressembler cette année 2023 sur le plan économique et quelles sont les principales déductions à faire des nouvelles perspectives du FMI? On en débat dans Eco Hebdo dans un instant. J'aurai donc le plaisir d'accueillir sur le plateau d'Eco Hebdo ce soir le professeur Abdelrahman Mebtoul. Vous êtes expert international en économie. Bonsoir professeur. Je vous remercie de l'invitation. Se joindra également à nous pour ce débat le professeur Reda Younes Bouasseda. Vous êtes professeur universitaire en économie. Bonsoir à vous également. Oui, bonsoir à tous. Merci messieurs, et donc nous allons commencer ce débat sans plus attendre avec vous professeur Mebtoul. Alors le FMI prévoit une croissance mondiale de 2,7% pour 2023. L'activité économique mondiale subit, je le disais, un ralentissement généralisé, plus marqué avec une inflation qui atteint des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies. Qui va en pâtir de cette situation le plus d'après vous, professeur? Bon, avant qu'on puisse donner les données que j'ai à ma disposition pour les prévisions de 2023, pour recadrer l'émission, il faudra répondre à 5 questions. Premièrement, le sort de l'économie mondiale ne dépend-il pas essentiellement de la bonne calibration de la politique monétaire, du déroulement de la guerre en Ukraine et d'éventuelles nouvelles perturbations de l'offre liées à la pandémie, ainsi que de l'émergence de la nouvelle économie fondée sur la transition numérique et énergétique face au réchauffement climatique dévastateur pour l'humanité? La deuxième question, les pays développés, particulièrement l'Europe, face aux nouvelles mesures de plafonnement des prix du pétrole par voie maritime à $60 et celui du gaz à $180 le mégawattheure, parviendra-t-elle à réduire rapidement et efficacement, sans une coordination globale, son déficit énergétique, sans une réelle transition énergétique, et quelles implications et quelles conséquences sur l'économie mondiale? Troisièmement, jusqu'à où ira l'endettement de la dette publique mondiale, qui devrait atteindre le niveau record de 71 600 milliards de dollars en 2022, et le coût des intérêts devrait fortement augmenter, qui ferait peser une lourde charge sur les contribuables, marquée dans les pays avancés où elle est passée pour bon nombre de pays à plus de 100% du PIB, loin du ratio du traité de Maastricht, où le déficit des finances publiques 3%. ne devait pas dépasser 3%, et celui de la dette publique 60%. Quatrièmement, pour les deux locomotives de l'économie mondiale, à savoir la Chine et les USA. Premièrement, la situation économique et sanitaire en Chine permettra-t-elle de redynamiser le commerce mondial et de fluidifier les chaînes d'approvisionnement, ou acceptera-t-elle la récession mondiale? Et deuxièmement, la situation politique et économique aux États-Unis peut-elle affecter la compétitivité et l'attractivité de la zone euro et du monde? Et enfin, dernièrement, les marchés émergents, fortement connectés à l'économie mondiale, parviendront-ils à tirer leur épingle du jeu face à des économies avancées, au défi du contexte récessif, dont les BRICS, qui pèsent en 2021 environ 25% du PIB mondial, estimé à 100 000 milliards de dollars en 2022, avec comme locomotive la Chine, dont le PIB approche les 20 000 milliards de dollars et des réserves de 3 200 milliards de dollars, et plus de 40% de la population mondiale, préfigurant une nouvelle recomposition des relations internationales. Et donc, parviendront-ils à tirer leur épingle du jeu face à des économies avancées au défi du contexte récessif? Voilà un peu le contexte général, auquel on doit répondre au cours de cette émission pour voir les perspectives de l'économie mondiale en 2023
Et bien entendu, ça a un impact sur l'Algérie, Oui. donc qui tire ses On va y recettes revenir, d'hydrocarbures justement. de l'extérieur et dont les recettes sont fonction effectivement de la croissance de l'économie mondiale. Très bien, professeur. Merci pour avoir replanté les jalons de ce débat avec des chiffres toujours aussi pertinents. Professeur Bouassida, je m'adresse désormais à vous. Pourquoi le FMI, selon vous, voit-il rouge? Est-ce essentiellement à cause du conflit en Ukraine, comme le professeur Mebtoul vient de le souligner, ou y a-t-il d'autres facteurs aggravants? Oui, merci. Donc, en ce qui concerne le Fonds monétaire international, c'est vrai qu'il a dressé un rapport plutôt intéressant puisqu'il prévoit justement une baisse, enfin une récession Oui. de la croissance économique partout dans le monde. Et ça, c'est dû à plusieurs raisons. Bon, la première raison, comme on la connaît tous, c'est les tensions ou le conflit russo-ukrainien Oui. qui a provoqué l'augmentation des coûts d'énergie. Et il faut bien mentionner ou souligner que, par exemple, le prix du pétrole, il est passé en moyenne de 42 $ à presque 99 $ le baril pour l'année 2022. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, à mon avis, c'est justement, on en parlait, c'est les politiques monétaires restrictives ainsi que l'augmentation des taux d'intérêt que les pays avancés sont en train de mener. Par exemple, là aux États-Unis, on est arrivé jusqu'à 4,50% de taux d'intérêt et au sein de l'Union européenne jusqu'à 2,75%. Bien évidemment, cela va pénaliser l'activité économique. Pourquoi? Pour la simple raison que les crédits à l'investissement, que ce soit pour l'État ou pour les entreprises, vont augmenter, mais aussi pour les ménages en ce qui concerne la consommation, par exemple, l'achat d'un immobilier ou d'une voiture. Oui. La troisième raison, à mon avis, c'est justement, on était en train d'en parler aussi, c'est l'essoufflement de la croissance économique en Chine, notamment pour l'année 2023. Le FMI, d'après le FMI, elle va être de 4,4%. Donc, elle est en baisse par rapport à... C'est un taux relativement bas par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Oui. Par rapport à l'année 2021, elle était à 8,4. Donc, la baisse de la croissance économique en Chine. Et il faut aussi souligner que, en ce moment, il y a un retour, ou ces dernières semaines, il y a un retour de la pandémie en Chine dans le même temps que les autorités chinoises annoncent la fin des restrictions anti-Covid. Et à mon avis aussi, il y a un point très important qui a impacté de manière négative la croissance économique mondiale, c'est les tensions commerciales ainsi que les restrictions à l'exportation. Il faut savoir que au sein de l'OMC et les 160 pays qui sont adhérés à l'OMC, il y a aujourd'hui 52 restrictions à l'exportation pour subvenir aux besoins de leur population qui concernent les denrées alimentaires, les aliments du bétail, ainsi que les engrais. Donc, ces restrictions pénalisent justement les pays qui importent... Des segments, professeurs, qui ont également été touchés par l'inflation. On a eu cette semaine justement les chiffres de la FAO par rapport à l'augmentation de la moyenne des prix des produits que vous venez de souligner. Je disais des segments justement touchés par l'inflation également, n'ont pas été épargnés. On a eu les chiffres de la FAO. Évidemment. La FAO en a annoncé, ça fait quelques jours, qu'au sein de la Corne d'Afrique, il y a 21 millions de personnes qui souffrent de famine, dont 3,4 millions de personnes en situation d'urgence. Ça, c'est dû au fait que l'augmentation des céréales, justement à cause du conflit et d'autres facteurs que je viens de citer, facteurs essentiellement géopolitiques, a pénalisé ces pays pour importer justement ces produits-là. Pourquoi? Parce que tout simplement le prix a augmenté. Très bien. Merci professeur également. Professeur Mebtoul, les prévisions justement du FMI concernant l'inflation mondiale, elle a bondi de 4,7% en 2021 à 8,8% en 2022.
Elle devrait diminuer à 6,5% en 2023 et à 4,1% en 2024. Ma question est simple, est-ce que ces prévisions vous semblent réalistes au vu des données? Bon, n'oublions pas d'abord que avec les tensions en Ukraine, la Russie et l'Ukraine représentent 33% des exportations de denrées alimentaires, hein, tout confondu. Hein. Oui. Cela a un impact, sans compter toutes les tensions qui ont lieu entre l'Europe et la Russie concernant l'envolée du prix énergétique et un impact aussi sur l'inflation. Mais pour revenir au rapport du Fonds monétaire international, les données sont assez alarmantes. Hein. Donc réaliste. Bon, selon le FMI, la croissance mondiale ralentirait de 1,4% en 2023 avant de rebondir modestement à 2,8% en 2024. Oui. Loin du rythme, comme vous l'avez souligné au départ, de 2,9% en 2022. Selon l'OCDE, la probabilité de voir la croissance mondiale à un horizon d'un an passer sur la barre des 2,0% est estimée à peu près, selon un sondage, à 25%. Hein. Oui. Toujours selon les prévisions, effectivement, du FMI, la Chine, dont la croissance nécessaire pour atténuer les tensions sociales d'une population qui dépasse les 1,4 milliard d'habitants, étant de 8-9% par an, et selon le FMI, elle devrait être de 4% en 2023 avant de passer à 5,2% en 2024. Mais tout dépendra de la politique zéro Covid où bon nombre de pays ont mis des barrières, ce qui pourrait entraver fortement l'activité économique de ce pays. Aux États-Unis, comme vous l'avez souligné précédemment dans votre émission, en préambule, malgré une inflation élevée et un resserrement monétaire accéléré, l'économie tient le choc grâce à la résilience des exportations et de la consommation. Le pays devrait malgré tout entrer en récession en 2023, 0,3% oui. de moins, avant de connaître un léger rebond en 2024 de 1,6%. Selon la directrice du FMI, c'est que les États-Unis pourraient éviter la récession grâce effectivement à cette résilience. En zone euro, la récession apparaîtrait dès le début de l'année 2023, moins 0,4%, où la crise énergétique affecte le pouvoir d'achat des ménages et la rentabilité des entreprises. Un rebond est attendu en 2024, plus 1%, mais cette reprise devrait être aussi faible que celle observée après la crise de 2012. Elle pourrait d'ailleurs être fortement affaiblie si la crise énergétique se prolonge. Pour revenir à votre question, des pressions inflationnistes persistantes et croissantes ont déclenché un durcissement rapide et synchronisé des conditions monétaires parallèlement à une forte appréciation du dollar par rapport à la plupart des autres monnaies. À commencer par l'euro. Pour la zone OCDE, l'inflation reste forte. Elle s'est établie à 9% en 2022. L'inflation refluera progressivement, d'après le rapport de l'OCDE, à 6,6% en 2023, puis 5,1% en 2024. Ben Khoussen, je voudrais quand même pour le téléspectateur dire qu'un taux d'inflation se calcule par rapport à la période précédente. Oui, naturellement. Un taux d'inflation élevé, faible en T1, par rapport à un taux d'inflation élevé en T0, donne cumulé un fort taux d'inflation. C'est comme ça qu'on calcule le taux d'inflation par rapport à la période précédente. Donc, effectivement, l'inflation reste forte. On assiste à des remous sociaux très, très importants que les États essaient de combler par un endettement massif qui dépasse souvent les 100% du PIB. En France, il est à peu près de 113% du produit intérieur brut. Très bien. Pour l'Algérie, il est tenable. Il est à 62% d'après le FMI pour 2022. Très bien, professeur. Très bien, professeur. Merci. Alors, professeur Bouassida, professeur Mebtoul a le don d'anticiper mes questions suivantes. À chaque fois, je vais vous poser la question, justement, il vient d'y répondre d'une certaine manière. La zone euro, justement, et cette fameuse zone euro et les États-Unis devraient les premiers faire face à la récession prévue par le FMI pour cette année. Quelle serait leur marge de manœuvre, justement, eux qui sont de gros consommateurs d'énergie et émetteurs de dette publique? Oui,
En ce qui concerne la récession économique, bon, il faut savoir qu'en économie, en théorie, quand il y a une récession économique, il faut pas pratiquer ou il faut pas mettre en œuvre une politique monétaire restrictive. Ça veut dire il faut pas augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi? Pour la simple raison que je viens de citer tout à l'heure, c'est que cela va pénaliser justement le crédit à l'investissement, que ce soit de l'État, des entreprises ou même les consommateurs. Donc ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, à mon avis, c'est que les États-Unis, la situation des États-Unis et de l'Europe ou de l'Union européenne, n'est pas pareille. Pourquoi? Parce que les États-Unis, comme on le sait tous, disposent de ressources naturelles qui sont le pétrole et le gaz. De schiste, essentiellement. Contrairement à l'Union européenne, qui est en train justement de souffrir de l'augmentation des prix de l'énergie sur le marché international. Donc, pour l'Union européenne, même si elle pratique une politique monétaire restrictive, est-ce que cela va pour autant diminuer les coûts de production liés à l'augmentation des coûts de l'énergie? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout simplement importer de leur énergie. Donc, à mon avis, qu'est-ce qui va se passer? Ils devront, avant de l'importer, chercher de nouvelles sources, professeur. Justement, les nouvelles sources, vu qu'ils viennent de plafonner le prix du baril de pétrole russe. Il faut aller chercher justement du gaz. On a vu dernièrement l'Allemagne, elle est allée au Qatar pour chercher le gaz. À partir de 2025, malheureusement. Mais cela n'est pas suffisant parce que les coûts d'acheminement du GNL, du gaz naturel liquéfié, est trop cher pour l'instant. Et donc, les infrastructures n'existent pas pour l'instant, suffisantes. Oui. Y compris le nombre de méthaniers qui circulent dans le monde. Oui, à mon avis, il faut que l'Union européenne ou les pays de l'Union européenne passent directement à une nouvelle source d'énergie qui est renouvelable, propre. Il faut dresser une stratégie à moyen ou long terme, justement pour passer du gaz vers, vers par exemple les éoliennes ou autre chose. Ce qui ne résoudra pas, leur problème sur le court terme. À moyen ou à long terme, parce que pour passer aux énergies renouvelables, il faut du temps, parce qu'il faut de lourds investissements et il faut des nouvelles technologies et il faut innover. Donc, à mon avis, c'est à moyen et à long terme. Très bien, professeur. Professeur Meptoul, justement, cette inflation, elle demeure l'élément déclencheur de ces prévisions, celle du FMI, malgré toutes les mesures prises par les banques centrales des zones concernées. Vous l'avez tantôt précisé, à commencer par la Fed et la BCE. Pour endiguer cette inflation, elle ne ralentit pas au rythme souhaité. Qu'est-ce que cela pourrait engendrer comme conséquence à l'économie en 2023 ? Vous savez, les gouvernements sont pris actuellement face à cette crise à un dilemme. Soit effectivement par un endettement et des subventions, comme c'est le cas, on le voit actuellement en France, mais ça accroît l'endettement public qui est supporté par les générations futures et source d'inflation, soit relever les taux d'intérêt, mais qui risquent de freiner la croissance. Donc le grand problème qui se pose, c'est comment concilier effectivement à la fois une politique de déficit budgétaire maîtrisée et la relance de l'investissement. C'est un dilemme auquel tous les gouvernants effectivement sont confrontés. Les relèvements des taux d'intérêt permet effectivement de freiner l'inflation, mais appauvrit la majorité des ménages qui ont surtout des revenus fixes. Et il y a un autre élément, nous sommes en interdépendance, c'est-à-dire qu'il n'existe plus une économie isolée. Regardez un peu l'impact à la fois des tensions en Ukraine sur les produits alimentaires.
Là, par exemple, nous, Algérie, comme les pays qui dépendent que des hydrocarbures, il faut raisonner en termes de balance commerciale. C'est-à-dire ce qu'on gagne d'un côté, on peut le perdre de l'autre dans la mesure où avec l'inflation, les importations algériennes vont être gonflées de 25-30%. Oui. C'est effectivement, on le voit actuellement en Europe. Bon, on essaie de mettre en place des soupapes de sécurité sociale pour éviter trop de remous sociaux, mais la seule solution pour revenir au problème sérieux, qui est le réchauffement climatique, on le voit, regardez, j'apprends par hasard qu'il a neigé en Arabie, sur les montagnes d'Arabie Saoudite. Oui. Ça s'est jamais vu. De l'autre côté, regardez le froid et le soleil qui frappent l'Europe. Oui. Donc, d'un côté des cyclones, de l'autre côté des réchauffements. Un emballement climatique évident. Le problème de la crise en Ukraine, parce que là, on oublie les problèmes essentiels, qui est le problème de la sécurité mondiale, du réchauffement climatique. Donc, vous voyez, la crise actuelle, les tensions géostratégiques ont un impact sur l'inflation. L'inflation, effectivement, c'est une loi économique. Elle pénalise les revenus fixes en les improvisant. Bon, les revenus variables peuvent plus ou moins s'adapter. Mais ça entraîne aussi, c'est une loi économique, oui, une concentration, lorsqu'il y a une inflation assez effrénée, une concentration des revenus au profit des coûts spéculatifs. Oui. Les gens profitent effectivement de cela pour s'enrichir. Très bien. Donc là, d'où l'importance effectivement de l'État régulateur pour maîtriser l'inflation. Le tout marché ne marche pas. Le libéralisme tout azimut est une chimère, ça n'existe nulle part. Donc tout le rôle de l'État régulateur pour concilier les coûts sociaux et les coûts privés et atténuer l'inflation sur les couches les plus pauvres. Bon, nous en Algérie, des mesures essaient d'être prises. Mais là, pour revenir un peu au rapport du Fonds monétaire international, le dernier rapport de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international salue effectivement les efforts de l'Algérie en matière de résilience, mais souhaite un approfondissement des réformes. Le rapport est beaucoup plus positif pour l'Algérie que pour l'économie mondiale. Exactement. C'est ce que j'ai pu dire. Merci de le préciser, professeur. Donc, effectivement, c'est un rapport qui salue les efforts de l'Algérie en matière de résilience, mais met en garde contre des versements de traitements et de salaires sans contrepartie productive. Mais tout tourne effectivement dans ce rapport que j'ai pu lire sur l'Algérie autour de la rente des hydrocarbures qui tient toute l'économie, parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois dans votre émission, il y a deux segments qui assurent la stabilité de l'Algérie, c'est l'ANP, l'effort de sécurité pour la défense du territoire, et Sonatrach pour l'Algérie, en attendant des jours meilleurs, une dynamisation des exportations hors hydrocarbures, parce que je voudrais quand même, il faut dire au président de la République la vérité, c'est que lorsqu'on donne des chiffres de 5-7 milliards de dollars en hydrocarbures, et 60 à 70% à l'intérieur, c'est des dérivés d'hydrocarbures. Très bien, donc, très bien, professeur. Je pense que le président de la République est conscient qu'effectivement, qu'il fasse dynamiser l'économie et effectivement de rentrer de plein pied dans la nouvelle économie et la nouvelle reconfiguration des relations internationales. C'est justement la voie prônée par l'Algérie, celle de la redynamisation, de la relance économique industrielle, par le biais justement des exportations et de la promotion des exportations hors hydrocarbures. Professeur Bouasseda, il nous reste peu de temps, juste de quoi vous poser une dernière question, mais rapidement s'il vous plaît. Justement, le FMI estime que des réformes structurelles peuvent apporter un soutien supplémentaire à la lutte contre l'inflation. Quelles pourraient être ces réformes? Très rapidement s'il vous plaît. En ce moment, je ne pense pas qu'il y a véritablement de politiques structurelles qui peuvent être menées au sein
pays développés, par exemple au sein de l'Union européenne, pour la simple raison que il y a quelque chose qui est en train d'impacter la croissance économique, mais qui est d'origine externe. Je répète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'augmentation des coûts d'énergie qui sont en train d'impacter beaucoup de pays développés, parmi lesquels les pays au sein de la zone euro. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certainement ces pays-là, il faut qu'ils se tournent vers d'autres énergies, d'autres alternatives, très bien, non fossiles, des énergies propres, afin c'est clair, professeur. Très bien. Merci. Merci, le temps qui nous était imparti, malheureusement, est déjà terminé. C'est la fin d'Eco Hebdo. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.